pense que sa théologie, elle part du... Je pense que moi, en tout cas, en 92, j'ai vraiment rencontré... il incarnait pour moi la théologie que je cherchais, c'est-à-dire une théologie de la fragilité. Donc, pas du tout aller du côté des expressions de la puissance, de la toute-puissance de Dieu, mais de dire, au fond, c'est là où il y a nos failles, nos fragilités, nos blessures, eh bien, Dieu se tient là. C'est pour ça que le très bas, je crois, nous touche autant, parce qu'il nous offre un Dieu qui est vraiment fascinant, parce qu'il est au plus près de nos échecs, de nos ruptures. Et c'est là, alors je crois qu'il parle, quand il parle de Ryokan à un moment donné, donc c'était quelqu'un qui a été, qui au moment où, donc c'est au Japon, et au moment où on lui propose d'être responsable d'un grand truc, il part. Et je crois qu'il y a vraiment l'essence même de Christian Bobin, c'est-à-dire ne pas être dans la toute-puissance, mais être dans la fragilité. Donc forcément, il va aller vers le Christ, un Christ fragile. Il a écrit deux livres, notamment, qui vont beaucoup plus sur le Christ au coquelicot et puis L'homme qui marche. Mais pour moi, L'homme qui marche, donc c'est tout un texte sur lequel le Christ est vu à partir du moment où il marche. Donc voilà, il est l'homme qui marche, il part à la rencontre, et ça dure pendant toutes les pages. Et on se dit, ah bah oui, relire l'Évangile à la lumière de ça, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Bien sûr, il a rencontré, il a parlé, mais il a d'abord marché. Et c'est pas étonnant, je pense, si au moment du confinement, beaucoup de gens ont découvert, en fait, ont redécouvert Bobin, c'est-à-dire que brusquement, on devenait forcément tous contemplatifs. Il fallait trouver d'une transcendance, alors qu'on était dans nos appartements ou nos maisons. Et lui, il a ouvert une fenêtre. Je l'ai découvert, quand j'étais le jour de mon installation, de ma reconnaissance de ministère dans l'Église réformée. Le responsable de la commission des ministères qui m'accompagnait m'a offert ce livre. Le très bas, voilà, c'est en 1992, le livre venait de sortir. Et il m'a accompagné pendant des années. Chaque fois que j'avais un colloque, notamment, je l'emmenais. C'était un homme assez discret, en fait. C'est vrai que le livre qu'il a fait connaître, c'était Le très bas, en 92, et aussi avant, Une petite robe de fête, qui est un ode à l'amour pour une femme et un ode à l'amour de la lecture. Mais en fait, il a écrit, à partir de 26 ans, des livres assez discrets sur l'éloge de l'absence, des choses comme ça. Et puis, il a fait des études de philosophie. Il habitait au Creusot, donc ses parents étaient dans les usines Schneider. Lui était, je pense, un peu marginal. Il parle d'une enfance empêchée quand il était enfant, ou dès qu'il était déjà à l'école maternelle, ça lui a imposé un problème de rentrer dans le système comme ça, un carcan. Et au fond, il s'est mis à l'écart très, très vite. Et après les études de philosophie, il a été un temps professeur de philo, pas très longtemps en fait. Il a fait différents métiers. Il a travaillé à l'écomusée du Creusot. Et il a été aussi infirmier en psychiatrie, mais il n'est pas resté très longtemps parce que, disait-il, il manifestait trop d'empathie avec avec les malades. Et puis, il a travaillé dans une maison de retraite dont il a beaucoup parlé par la suite. Et puis enfin, il a pu écrire. Donc il était très solitaire. Alors il a vécu longtemps dans un 2 pièces au Creusot, face à un arbre dont il parle tout au long de ses textes. Et après, il a vécu pendant un temps très long dans une petite maison à la frontière d'une forêt. Et j'ai appris depuis sa mort, il y a beaucoup de choses qui s'écrivent sur les réseaux sociaux. On continue à avoir besoin de sa présence, en fait. Et j'ai découvert qu'en fait, il était revenu en fait, en ville, dans un petit appartement, parce qu'il n'arrivait plus à s'occuper de l'herbe autour de sa maison. Oui, je pense c'était un poète ermite. Moi, j'ai un grand regret. De temps en temps, il sortait de son ermitage. Et alors, ces dernières années, il faisait un entretien à Crans-Montana. Et je m'étais toujours dit, quand je serai à la retraite, j'irai à Crans-Montana. Voilà, donc ça n'arrivera pas. J'ai pas pu rencontrer ce poète, mais à la limite, c'est pas grave, en fait, parce que, voilà, il y a ces livres. Et alors, je ressens, moi, en tout cas, comme lecteur, la même envie que je crois que beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, c'est que ce qui nous manque le plus, c'est la voix. Et ce que j'ai presque plus envie de voir et d'entendre que les livres, que je relis bien sûr, c'est sa voix. La Bible, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, c'est un silo, c'est un grenier rempli de tout le blé de l'expérience humaine.
Vous avez le plus pur des jalousies, des espérances, des craintes, des joies humaines. Le plus pur de l'expérience millénaire des hommes a été recueilli dans ce livre-là. Et c'est rien de plus que ça. Mais encore faut-il que ce livre nous soit transmis et que quelque chose du meilleur de ce livre nous soit transmis. Ce sont des hommes qui le transmettent. C'est une institution qui le transmet. Et parfois, les institutions oublient ce qu'elles servent et veulent juste durer, veulent juste se survivre à elles-mêmes. Elles confondent l'éternité de ce qu'elles disent avec l'éternité qu'elles voudraient avoir pour elles. Voilà, je crois que c'est simplement ça. Mais pour le dire très simplement, moi je sais pas de paroles plus fraternelles, plus ardentes et concrètes, terrestres que celle du Christ. Et elle m'est arrivée parce qu'elle est passée de main en main, parce qu'elle a été déposée dans un livre 30 ans après sa vie, et puis ensuite ce livre a été transmis de main en main. Alors sur ce livre, il y a des traces de doigts. Voilà. Les institutions, c'est juste des traces de doigts sur un livre où se trouve le plus pur de l'expérience de chacun, de chaque homme. Bah, je trouve que c'est un amour donc c'est là où il montre que finalement, même quand l'autre disparaît, en fait, l'amour lui-même ne meurt jamais. Et il est beaucoup repris dans les réseaux sociaux, notamment sur du thème de l'amour impossible et du deuil. Et alors, c'est une relation un peu particulière avec Guylaine parce que, voilà, je pense qu'ils ont eu une relation, puis après, il raconte qu'elle a eu 2 maris, mais lui est resté en tout cas dans cet amour. Et puis, donc à 44 ans, elle meurt brusquement d'une rupture d'anévrisme. Donc, cette espèce de rupture totale. Et en fait, il va rendre hommage à Ghislaine ou Guylaine. Et il reprendra encore ce thème un peu plus tard en l'épurant. Et notamment dans Noir Clair, il va encore reprendre cet hommage. Mais il est en 2015, mais il est déjà en fait dans une autre relation d'amour avec Lydie Datas, donc qui est une poétesse avec qui il a vécu jusqu'à la fin de sa vie. Plus je vois cette vie, plus je la regarde, plus j'essaye de la regarder, et plus je l'aime. Avec tout, c'est-à-dire avec ses passages sombres aussi. Et plus je l'aime, plus je suis d'accord à l'avance pour qu'elle me quitte un jour. C'est... Parce que je sais qu'elle est comme ça, et parce que je l'aime comme ça, parce qu'elle me traverse, et puis elle va me quitter, mais sa lumière est si belle qu'elle enlève toute crainte. Sa lumière est si belle qu'elle enlève toute crainte. Vous n'avez pas peur. Ça ne vous donne pas le vertige de voir qu'à un moment donné, ce souffle-là de vie peut vous quitter et qu'il va vous quitter. Je m'excuse de la mauvaise nouvelle. C'est à mon tour. J'étais dans un repas il n'y a pas longtemps. Et il y avait une dizaine de personnes autour de la table. Et à un moment, alors que je ne cherchais pas par la pensée de ce côté-là, mais à un moment, j'ai regardé tout le monde, un par un, très vite. Et je me suis dit, la mort va tous nous prendre. On est là ce soir, on plaisante, on parle, on est heureux de parler ensemble, mais la mort va tous nous prendre, un par un. Comme une petite fille qui cueille des fleurs dans un pré. Aussi innocemment. Aussi innocemment. Vous voyez ? Et je me suis dit, c'est bien. Tout est bien comme ça. Cette soirée, et puis ce qui arrivera tôt ou tard pour chacun de ceux, et moi compris évidemment, pour chacun de ceux qui s'y trouvent. Il n'y a pas de... Non, pas de peur, non. Je pense qu'il dit, au fond, c'est une porte, mais qui débouche sur quelque chose qui peut... La conversation continue, voilà. Même si l'autre est parti, la conversation continue. Et même, elle peut devenir, transcendante. Enfin, on retrouve ça avec le phénomène des disciples. Quand le Christ meurt, c'est la dévastation absolue. Et en même temps, c'est ça qui va les lancer, qui fait qu'on est aujourd'hui ici.
Bah, je pense que pour être critique, il était parfois obligé d'être un peu binaire, donc les bons, les méchants. Mais je pense que ce qu'il critiquait dans la critique marchande, c'est de dire finalement ce qui compte le plus, c'est le moyen, l'argent. Donc l'argent devient le but, alors qu'il devrait être le moyen pour nous de devenir des êtres humains, davantage humains, etc. Et je pense que sa critique sociale qui m'a le plus touchée, c'est par rapport aux maisons de retraite. Alors aujourd'hui, on sait, depuis le confinement, la douleur que c'est, mais lui, il a vu de l'intérieur quand il était infirmier psychiatrique, quand son père donc, a eu la maladie d'Alzheimer, et il dit dans cette souffrance-là, dans ces maisons de retraite-là, on fait un point, il le compare au Christ du rétable d'Issenheim. Le rétable de Grunewald, c'est beaucoup plus que de la peinture, c'est le poème de la force. Et notre vraie force, c'est notre faiblesse, notre misère. On a devant nous un Christ que personne ne voudrait, dont les plaies sont si laides qu'il en est défiguré. Là, on trouvera ici un pied ou une main qu'on retrouve dans les maisons de retraite, et surtout on retrouve l'abandon. Ce tableau éclaire ce que nous ne voulons pas voir. C'est notre monde d'aujourd'hui, notre 21e siècle que Grunewald vient de peindre. Les couleurs sont encore fraîches.